Ben, vous avez entendu dans notre bulletin de nouvelles le ministre Bernard Drinville réitérer l'importance pour le gouvernement d'établir la neutralité religieuse de l'État, ce qui veut dire que dans quelques semaines, le ministre a l'intention de présenter sa charte des valeurs québécoises, une charte qui fait beaucoup jaser. On l'a déjà appelée la charte de la laïcité, mais ça semble être plus gagnant de parler des valeurs québécoises, peut-être moins aussi contraignant parce que la laïcité ouvre une boîte de Pandore qu'on veut peut-être pas ouvrir au gouvernement. Parlant de valeurs québécoises, ça permet de justifier certaines choses qui seraient peut-être autrement injustifiables. Toujours est-il que, selon le Journal de Montréal, le gouvernement Marois a l'intention de bannir les signes religieux des institutions publiques. Ce que ça veut dire, si vous aviez manqué la nouvelle depuis 2 jours, c'est que le turban, les voiles comme la burqa, le niqab, le hijab, les croix chrétiennes également, les croix chrétiennes apparentes, on parle pas de la croix du Mont-Royal, mais les croix sur les personnes qui seraient portées par le personnel de l'État, les fonctionnaires, entre autres, les profs, et tout ça, ce serait interdit désormais. Tous les symboles religieux, finalement, que le gouvernement veut bannir, ce sont exactement ceux-là. C'est une politique qui s'appliquerait donc aux fonctionnaires, au personnel des tribunaux également, aux écoles, pas les écoles privées, les écoles publiques, au CPE, aux hôpitaux. Et là, évidemment, depuis 2 jours, tout le monde a une idée là-dessus. Et là, se découpe de plus en plus clairement 2 camps. Ceux qui disent, au nom du multiculturalisme, qu'on n'a pas le droit de toucher à ça, que tous les gens ont bien le droit d'avoir la religion qu'ils veulent et que porter un voile, ça n'atteint pas la liberté de personne. Et il y a l'autre camp qui dit, après tout, nous, au Québec, nous sommes de religion ancestrale catholique, nous sommes des chrétiens. Il y a encore quand même 80% des Québécois qui se disent de religion catholique, non pratiquants, mais religieux pareil. Pourquoi enlever le crucifix? Pourquoi nous enlever nos croix? On y tient, ça fait partie de notre patrimoine. Voilà les 2 camps bien campés. Et c'est un débat qui fait beaucoup, qui est très émotif. D'ailleurs, je pense qu'on le sent bien et qui fait beaucoup jaser. Sur Facebook, je dois vous dire, là, si je vous dis que la langue, d'habitude, c'est aussi très, très, très émotif, la religion également. J'ai à peu près une 20aine de pages de commentaires de gens qui m'ont écrit, là, qui ont voulu intervenir sur notre question de ce matin. Jusqu'à quel point tenons-nous à nos symboles religieux? En fait, tout va tourner autour de du fameux crucifix. On va en revenir là. C'est-à-dire, est-ce que le fameux crucifix à l'Assemblée nationale, on l'enlève ou on le laisse là, considérant qu'on interdit les autres signes religieux? J'ai hâte de vous entendre là-dessus. 514-790-9850. Sans frais, vous faites le 1-866-790-9850. Pas besoin de vous dire que ça soit dans le respect de tout le monde quand même. Je le précise, on sait jamais. D'un coup, qu'il y ait des idées noires qui vous passent par la tête. Nous allons en parler avec 2 invités que je vous présente tout de suite. Tania Lompré est enseignante en francisation à la Commission scolaire de Montréal. Elle a écrit ce livre dont on a beaucoup parlé ici, entre autres, Québec cherche Québécois pour relations à long terme. Merci, Tania Lompré, d'être là. Merci. J'aime bien vous interviewer parce que vous êtes vous-même avec, justement, en plein cœur de ce débat, parce que vous êtes prof auprès de communautés culturelles qui arrivent ici, souvent sans même parler la langue, le français. Parfois, c'est carrément des allophones, parlent même pas anglais non plus. Des gens qui viennent souvent avec une religion affirmée, donc qui arborent ces signes religieux qu'on souhaite interdire à Québec. Alors, merci de vouloir participer au débat. Merci. Dalila Awada porte le voile depuis l'adolescence. Dalila est déjà venue à notre émission à une reprise. Elle habite Montréal. Elle est étudiante en sociologie à l'Université du Québec à Montréal. Et ce qui m'avait fait l'interviewer déjà, c'est que Dalila avait écrit une longue lettre d'opinion dans le journal en 2012 où elle parlait du fait qu'elle ne souhaitait pas être tolérée, mais qu'elle voulait être acceptée comme telle, comme musulmane pratiquante, qui porte le voile, mais québécoise bien établie. Merci d'être avec nous, Dalila. Votre action à chaud à toutes les deux, quand vous voyez, par exemple, cette intention du gouvernement, je rappelle que c'est bel et bien une intention, c'est pas encore coulé dans le béton, donc on discute, là, on palabre à la rigueur. Qu'est-ce qu'on veut véritablement? Il y en a qui disent que c'est un ballon politique envoyé pour tester le monde. Justement, quelle est la réponse de Tania Lompré là-dessus? Mais moi, je dis enfin. Enfin, là, en 2013, on ose aborder ce sujet-là parce qu'on dirait qu'on a toujours peur un peu au Québec de mettre nos culottes, si je peux dire comme ça, sur ces questions-là qui sont difficiles à aborder. Hein. Quand on les aborde, on se fait traiter de raciste, de xénophobe, de fermé d'esprit. Alors qu'en fait, vouloir que les gens s'intègrent, c'est vouloir qu'ils fonctionnent bien. On n'est pas là pour les ghettoiser ou les isoler dans leur communauté. Nous, ce qu'on veut, je pense, c'est faire en sorte que tout le monde ait des balises claires pour bien s'intégrer. Je pense que c'est un bon pas. Dalila, votre réaction?
Parce que vous portez le voile. Oui. Si ce gouvernement poursuit dans son intention, vous pourrez plus le porter au travail. Vous pourrez plus le porter... pourrez le porter dans vos salles de cours. Remarquez, les étudiants peuvent le porter. Ce sont les profs qui pourront plus. Mais vous êtes étudiante en sociologie. Éventuellement, si vous travaillez pour le gouvernement comme fonctionnaire, si vous êtes prof, mais vous ne pourrez plus le porter. Effectivement, je trouve que des lois comme ça ne pourraient pas apporter grand-chose de sain à la société parce que ça créerait l'effet contraire. Ça aurait des conséquences réelles dans la vie de beaucoup de gens. Quand je pense à des femmes qui portent le voile, par exemple, qui ont atteint une autonomie financière, ces femmes-là pourraient se retrouver sans emploi. Et dans ce cas-là, je ne vois pas comment on aurait aidé ces femmes-là, comment on aurait promu l'égalité homme-femme, qui est une valeur chère au Québec. Au contraire, elles seront encore plus exclues, encore plus marginalisées. Donc, je pense que c'est très, très sensible comme loi. Mm-hmm. Vous avez vu la une du Journal de Montréal hier qui m'a, moi, beaucoup surprise, choquée, et c'est souvent le but, mais qui disait, ce sont des femmes musulmanes qui parlent, qui portent le voile, qui disaient « Je suis prête à tout pour conserver le voile ». Et j'avoue que quand je vois ce genre de déclaration, évidemment, en supposant qu'elle soit bel et bien véridique, on a envie de se dire, c'est peut-être justement pour ça que c'est important d'avoir des balises claires. Pourquoi le fait de venir au Québec et de porter le voile devient un élément important, Dalila? Je pense que c'est pas une question de défier la loi. Je crois que n'importe quel individu, quand il est dans cette situation où on le demande de choisir entre son emploi et ses valeurs, se retrouve un petit peu peinturé dans un coin. Je pense que c'est une question de principe. Dans mon cas, je renoncerais aussi également à mon emploi parce que j'aurais l'impression que peu importe le cœur que je mets à ce travail-là, peu importe la compétence dont je fais preuve, tout ça est balayé d'un revers de la main pour ne se concentrer que sur le voile que je porte. Donc, je comprends ces femmes-là quand elles affirment qu'elles voudraient garder leur voile coûte que coûte parce que quand même ça atteint beaucoup. Ça devient une bataille religieuse. Non, c'est un principe. Je pense que n'importe quel individu veut se faire respecter dans ce qu'il est et montrer qu'il peut être compétent dans son domaine sans qu'on aille à porter attention sur comment il est habillé ou son accoutrement. Ce qui va faire sa compétence et sa neutralité, ça va être ses propos, sa façon d'agir, sa façon de transmettre son travail. Mais en fait, je pense pas qu'on s'affiche neutre en portant un signe religieux. Je pense que quand on représente l'État qui est laïque, tu sais, quand les nouveaux arrivants arrivent ici, on leur dit 3 choses. Le Québec est francophone, ensuite l'égalité homme-femme, et ensuite l'État est laïque. Donc, personne n'oblige personne à travailler pour l'État. Si les gens veulent travailler au privé, moi, j'ai aucun problème avec ça, mais quand on dit que l'État est laïque, c'est la moindre des choses que ses représentants le soient aussi. D'ailleurs, moi, quand on me dit, c'est pas parce que je suis pas bonne que c'est pas parce que je porte un voile que je suis pas bonne, ça n'a aucun rapport. La compétence, ça n'a pas rapport avec comment tu t'habilles. C'est seulement de respecter les lois de base. Si on demande que l'État soit laïque, sois-le. Si tu ne le veux pas, on t'oblige pas à travailler pour l'État. Tu peux travailler où tu veux. En fait, puis quand on parle d'isolement, moi, je pense que ces femmes-là vont s'auto-isoler parce que personne ne leur interdit de venir travailler. Ces femmes-là décident d'elles-mêmes de perdre leur emploi plutôt que de renoncer à une pratique religieuse et non pas une croyance. Je pense qu'il faut faire vraiment une différence entre ça, entre une pratique et une croyance. On peut croire sans le démontrer. Je vois pas pourquoi on est obligé d'avoir un signe ostentatoire pour démontrer qu'on a la foi. Bonne question, Dalila, vous voulez répondre? Je pense que c'est un peu facile. Peut-être qu'on n'est pas croyant, c'est facile à affirmer qu'on peut se départir d'une pratique aussi facilement, mais pour une femme qui a porté un voile toute sa vie, c'est pas aussi évident. Ça fait vraiment partie d'elle, puis elle peut pas juste le ranger dans un petit tiroir avant de sortir. Elle l'a porté toute sa vie, puis elle a travaillé avec, puis elle a fait ses preuves avec. Donc, mais vous le portez pas chez vous? Moi, non, je le porte pas chez nous, évidemment. Vous le portez juste quand vous sortez? Oui, c'est une façon un peu de réguler le regard public. Mais ce que je veux dire par là, c'est... Le regard des hommes, vous voulez dire? Le regard, ouais, des hommes. Donc, vous le portez pas chez vous. Est-ce que vous le portez vous le portez quand exactement? Ben, pour faire ça un peu imagé, peut-être pour mieux comprendre, je le porte devant toutes les personnes avec qui je peux être en relation. Donc, évidemment, je le porterai pas devant mon père, mon oncle, mon grand-père, mon beau-père. Tous ces hommes-là, je porte pas un voile quand je suis avec eux. Quand je vais chez la famille, chez des amis, je porte pas mon voile non plus. Donc, vous êtes capable de vivre sans? Ben, oui, mais dans certaines limites que je décide ce qu'elles sont dans le fond. Bien, je trouve ça important aussi juste de souligner qu'on peut être neutre et adhérer à ces valeurs québécoises sans nécessairement se départir de notre pratique religieuse. Ça, j'en suis convaincue à 100%. Puis mais vous ne pourriez pas faire l'inverse, le porter chez vous et pas le porter quand vous sortez? Non, ça n'aurait pas d'intérêt. Ça marche pas? Non, le porter à la maison, c'est pas le but. Donc vous, c'est un élément, c'est un statement, là, une déclaration vis-à-vis du reste, c'est-à-dire...
pour vous, c'est vraiment une prise de position que le voile. Si je pense comprends pas que c'est bien. une Le prise fait de de le position. porter à l'extérieur, c'est que vous voulez envoyer un message à l'extérieur. Mais en fait, je pense que les femmes qui le portent, il faudrait demander à Dalila qu'est-ce qu'elle en pense. Je pense que on s'identifie à une communauté en portant un voile, puis ce n'est pas à la communauté d'accueil qu'on s'identifie lorsqu'on Mais il y a un décide message. d'envoyer ce Je message-là. pense pas que c'est le message. Je pense que c'est une façon personnelle à chaque femme de vivre un rapport avec sa pudeur et avec son corps. Avant de le porter, on le porte pas pour les hommes, on le porte d'abord avant tout pour soi. Donc non, c'est pas une façon de prendre position, c'est une façon de vivre notre rapport de façon très personnelle, tout simplement. C'est ça, mais travailler pour l'État, c'est pas du personnel, c'est représenter un État, un pays où on habite maintenant, puis comment on va faire pour intégrer les nouveaux arrivants si on les laisse vivre exactement comme chez eux et comme dans leur communauté. Oui, c'est ça toute la difficulté. Il faut une cohésion sociale quand on représente l'État. Ouais. On va s'arrêter ici. Très courte pause. On revient. Les lignes sont pleines. Les lignes sont rouges. Nous allons donner, bien sûr, la parole à nos auditeurs. 514-790-9850. Sans frais, vous faites le 1-866-790-9850. Est-ce que vous tenez à tout prix à vos symboles religieux? Est-ce que le fait, par exemple, qu'on enlève les croix ostentatoires au même titre que le voile, la kirpa, tous ces symboles, tous ces signes qui représentent une religion, une véritable croyance, est-ce que ça vous embête? De quel camp vous êtes finalement? C'est un peu notre question. Nous revenons dans 2 minutes. Jusqu'à quel point tenons-nous à nos symboles religieux? Je vous rappelle que le gouvernement a l'intention de présenter une charte des valeurs québécoises dans laquelle on risque de bannir les signes religieux des institutions publiques. Alors, fini les turbans, les voiles, genre burqa, niqab, hijab, les croix chrétiennes apparentes. Vous en pensez quoi, Arnaud? Êtes-vous pour ou contre? Ben moi, honnêtement, je suis contre le fait d'enlever les symboles religieux, spécialement ceux du Québec ou ailleurs. La religion chrétienne, faut pas l'oublier, fait partie des fondations du Québec et du Canada, et je ne veux pas qu'on renie l'histoire. Je suis contre ça. Il y a une chose qui est très importante aussi. Quand on arrive dans un pays, moi je suis immigrant, hein, ça fait 22 ans que je suis ici, on doit respecter les gens qui nous reçoivent et respecter les symboles religieux qui sont déjà installés ici et qui font partie de l'histoire, doivent être respectés et rester en place. Après, on va détruire les églises, c'est quelque chose qui finit plus. C'est un débat sans fin. Mais vous, est-ce que vous seriez d'accord alors à ce qu'on interdise les autres signes religieux, sauf les fameuses croix ostentatoires? À ce niveau-là, moi, j'aimerais quand même qu'on respecte le droit du culte. Et ça, pour moi, c'est un domaine qui doit rester dans la sphère privée. Après qu'on ait des croyances et des choses comme ça, c'est des choses qui nous regardent personnellement. On ne doit pas imposer des croyances aux gens ou quoi que ce soit. Et le droit du culte, pour moi, doit rester une valeur privée si on veut fonctionner dans la soi-disant laïcité dans le public. Merci Arnaud de votre commentaire. Sylvain, vous êtes en faveur des propositions du gouvernement québécois? Bonjour, je suis en faveur, oui et non, c'est-à-dire que la laïcité, c'est une chose, mais on peut pas renier notre histoire. Moi, juste une petite anecdote, je suis allé en Égypte il y a quelques années, et avant le départ, on a eu droit à une liste de choses qu'on ne devait pas faire dans une terre d'accueil. Et c'était ça. On doit se tenir debout ici aussi. On peut accueillir tout le monde du globe en entier, mais on peut pas renier notre histoire. La prochaine étape, ça va être quoi? Est-ce qu'on va devoir anéantir toutes les églises parce qu'en haut, tout en fait en haut, il y a un crucifix, chacune de nos églises? C'est notre histoire, ça. Mais le crucifix à l'Assemblée nationale, vous le laissez ou vous l'enlevez? Ça fait partie de l'histoire, je pense. Mais encore là, c'est pas un gros détail. Si ça fait partie de l'histoire, il y a plein de musées. On pourrait le laisser au musée. Il y a bien des gens qui disent qu'il n'y a plus d'affaires à traîner au-dessus de la tête des élus. Oui, tout à fait. Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait enlever au-dessus de la tête des... Ouais. Merci Sylvain de votre commentaire. On n'enlèvera pas tout ce qui sert à rien au Parlement. Il ne restera plus rien. Il va rester conserve. Vous êtes pas fin. Merci Sylvain, bonne journée. On va parler à David Wallen parce que là, on veut pas non plus faire qu'un débat sur que le voile, même si, mais s'il y a bien des gens qui m'écrivent puis qui me disent, ça fait bien longtemps que on n'a pas vu d'autres signes. Essayez, par exemple, de trouver un turban, une kippa,
l'État, à moins d'aller dans certains quartiers bien particuliers, à Montréal, entre autres, où il y a beaucoup de communautés multiculturelles. Sinon, il y en a pas tout le temps. Ce qu'on voit de façon plus apparente, c'est effectivement des femmes voilées. Et c'est peut-être ça qui nous dérange. Donc, dans le fameux débat, dans le fond, c'est un débat sur le voile. Moi, j'aimerais l'élargir, inclure non pas que des musulmans, mais inclure également des juifs. Et c'est pour ça qu'on a pensé à David Ouellet, qui est directeur des affaires publiques au Centre consultatif de relations juives et israéliennes. Monsieur Ouellet, merci de nous parler ce matin. Oui, bonjour. La communauté juive s'est opposée donc à ce qu'on pense être les prochaines lignes de cette charte des valeurs québécoises. Pourquoi vous êtes contre? Écoutez, nous, premièrement, on est tout à fait en faveur de l'État laïque. En fait, on considère que le Québec est un État laïque de facto depuis près d'un demi-siècle. Mm-hmm. Donc, on comprend pas très bien cette insistance à vouloir importer, en fait, ce qui est le modèle français de laïcité, qui est un modèle assez intransigeant qui prône une interdiction mur à mur dans la fonction publique et parapublique du port de signes religieux. Et il faut comprendre que ce modèle français est le produit du contexte historique français qui est très particulier. Oui. La séparation de l'État et de l'Église en France, là, ça s'est fait douloureusement sur plus d'un siècle avec de terribles affrontements. Et c'est la raison pour laquelle il y a cette règle française là, d'écarter les signes religieux de la fonction publique parapublique. C'était vraiment instauré à une époque où l'État devait vraiment se battre pour retirer les services publics de l'influence de l'Église. Et aussi parce que quand on parle d'Église, on peut l'élargir parce qu'en fait, c'est qu'en France, on a beaucoup plus de chances de voir des femmes qui portent la burqa, c'est-à-dire l'habit noir intégral, visage caché, que chez nous. Là, vous me parlez de la situation contemporaine, ouais, mais je voulais juste un peu dire là, quel est le contexte historique de ce modèle français de laïcité, alors que chez nous, au Québec, là, la séparation... Il n'y a pas de guerre de religion, non. Elle s'est faite il y a 50 ans. On aurait peut-être pu imaginer il y a 50 ans qu'un tel règlement aurait été désirable, mais aujourd'hui, nous considérons que c'est pas vraiment, ça s'applique pas vraiment à notre situation aujourd'hui. Je sais pas si vous avez lu dans Le Devoir de ce matin, David Ouellet, il y a Lionel Pérez qui est le maire de l'arrondissement de Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce, qui est de religion juive et qui dit que finalement, lui, avec sa kippa, la kippa, pour que les gens sachent bien, là, c'est l'espèce de petit, comment vous le décrivez? C'est un couvre-chef, voilà, un petit couvre-chef. Au-dessus de la tête, souvent même pas très apparent, là, beaucoup moins apparent qu'un voile. Là. C'est peut-être pour ça que le voile dérange chez nous. Et lui, il dit au contraire de l'ostentation, parce que c'est un symbole d'humilité devant Dieu. Là. En gros, c'est ça que ça signifie. Est-ce que vous êtes obligé de le portez-vous, vous? Non, moi je porte pas. La grande majorité des Juifs à Montréal ne le portent pas. Mais là n'est pas la question. Pour nous, c'est une question de principe. Écoutez, la communauté juive, là, ça fait 250 ans qu'elle est au Québec. C'est un acteur historique du Québec. On n'a jamais cherché à imposer nos croyances religieuses sur la sphère publique. Nous reconnaissons sans aucun problème l'héritage, le patrimoine religieux de la majorité historique au Québec. Et donc, on a l'impression qu'on vient nous ôter un droit. Et si on enlevait que le voile? Qu'est-ce que vous diriez? Non, mais ça, on touche pas à la kippa, on a juste le voile. C'est vraiment la difficulté du législateur là-dedans. On peut pas cibler que les adhérents à une religion. Ce serait vraiment très discriminatoire. Mais la question se pose, là. Est-ce que la neutralité est un état d'esprit ou réside dans le code vestimentaire? Alors moi, je crois que on peut être un parfait bigot religieux et ne porter aucun signe religieux, et dans le même temps, on peut porter des symboles ou des signes religieux et exercer ses fonctions dans la plus stricte neutralité. Est-ce que vous pensez que ça va aller loin, cette idée? Écoutez, le débat s'annonce extrêmement corsé. On voit un petit peu les positions des autres partis qui remontent à la surface. Mais écoutez, je pense qu'il est trop tôt pour se prononcer. Merci de l'avoir fait pour nous ce matin. David Ouellet, directeur des affaires publiques au Centre consultatif de relations juives et israéliennes. Vos réactions, Tania Lompré?
Mais en fait, moi, je trouve ça un peu étrange, là, comme vous l'avez souligné tantôt. On peut pas demander aux musulmans d'enlever leur voile et aux juifs de garder leur kippa. Ça n'a pas de sens. Si on fait un règlement, ce qui est bon pour Pitou, c'est bon pour Minou aussi. Donc, on sort le crucifix de l'Assemblée nationale aussi. En fait, ça, c'est une autre chose, parce que c'est pas un port... Attends. C'est pas un signe religieux ostentatoire que quelqu'un porte. À ce que je sache, personne porte un crucifix sur son dos, là, présentement. Ouais. C'est sur un mur, c'est comme un cadre, c'est comme une l'État. horloge. Il y a un lion sur le mur de l'Assemblée nationale, puis moi, en tant que souverainiste, ça me tente pas de l'avoir. Je demande à personne de l'enlever, tu sais. Mais quand Bernard Drinville, le ministre, parle de neutralité religieuse de l'État, s'il veut être conséquent, est-ce que ça veut dire qu'il faudrait pas mettre le religieux de l'Assemblée nationale, le crucifix de l'Assemblée nationale? Moi, je pense, comme le monsieur tantôt a dit, je pense que c'est un signe patrimonial, historique, culturel, qui fait partie de nous depuis Il y a des musées ans. pour ça. On peut le mettre au musée. On pourrait peut-être faire un musée autour de lui, je sais pas, mais moi je pense que ça c'est un autre chose. Mais pourquoi le monde y tient tant que ça au crucifix de l'Assemblée nationale? Je tiens pas, je vais pas faire une dépression si on l'enlève, mais je pense que le débat est ailleurs. Le port des signes religieux personnels, ostentatoires, c'est pas la même chose que... Écoute, moi je vais être la première à crier si quelqu'un se promène avec un crucifix sur le dos, là, mais sur un mur, ça me dérange pas parce que je considère pas que c'est quelqu'un qui me parle quand il y en a un sur le mur. On le voit pas beaucoup. On le voit pas beaucoup. Il est petit. C'est ça. Dalila? Moi, j'ai un peu de misère à voir comment une telle loi peut être appliquée. C'est tellement du cas par cas, c'est tellement une pente glissante. Qu'est-ce qu'on fait, par exemple, d'une personne qui a une croix tatouée puis qui est apparente? Il y a des choses, je crois que c'est inapplicable comme loi. Honnêtement, là, il y a tellement d'exceptions, il y a tellement d'exceptions ici. Là, je vois pas comment le gouvernement pourrait le faire. Surtout que son travail au gouvernement, c'est d'assurer que les libertés individuelles, de s'assurer que tout le monde peut cohabiter dans ces différences. Est-ce qu'on est vraiment en train de comparer un tatouage avec un port d'un signe religieux? Mais non, je veux dire, si c'est la Dalila vient de donner des idées à ceux qui ne l'avaient pas eu non, mais encore. juste pour dire à quel point c'est sensible. Tatouage, écoute. Oui, mais c'est sensible et c'est délicat comme sujet et c'est très difficile à appliquer, je crois. Je comprends, mais on peut pas comparer le port d'un signe religieux ostentatoire avec un tatouage. Selon moi, tout de même, à mon avis, c'est impossible à appliquer comme loi parce que il y aurait trop de dérapes, il y aurait trop d'exceptions et de cas par cas. Ce qui est intéressant ce matin, Denise Bombardier dans le Journal de Montréal dit que la laïcité est instrumentalisée et détournée de son objectif dans l'espoir de convaincre une majorité de Québécois de reporter au pouvoir le PQ. Et c'est sûr que si, évidemment, il y a bien des gens qui disent, entre autres notre collègue Jean Lapierre le dit depuis 2 jours, ça semble être un ballon politique qu'on a envoyé pour tâter le terrain. Mais en fait, c'est dans le programme du PQ depuis des années. Oui, c'est pas quelque chose de nouveau. Ouais. Bernard Drinville n'a pas inventé mais ça. jusqu'où peut-on aller? Jusqu'où peut-on? En fait, jusqu'où peut-on aller? Ce que l'État représente et qui représente l'État s'abstient de pratiquer sa religion dans le public. C'est tout. Pour moi, c'est quelque chose d'assez simple. Tu désires représenter l'État, tu t'abstiens de pratiques religieuses. C'est tout. Mais je trouve ça un petit peu malheureux parce qu'à chaque fois qu'on pense avoir atteint une relative stabilité sociale où les cœurs se calment un peu et tout ça, le PQ ressort un petit peu cette carte-là. Ça s'est jamais calmé, ça se calme pas. Moi, je sais pas où tu vois la stabilité non, le débat qui est revenue. sont ouverts, évidemment. Parce qu'il y a quelques semaines, on a vu un match de soccer avec des garçons en turban, puis c'est encore chaque fois qu'il y a quelque chose, saute aux barricades. On en parle toutes les semaines. On n'a pas eu d'incident de piscine cet été, il y en a pas. Ouais. Depuis la commission Taylor, voyons. Non, mais c'est important d'en parler. Je comprends, c'est un sujet comme très, très important. Mais je trouve ça juste malheureux que je pense qu'on oublie souvent que ce genre de loi, c'est pas juste de la théorie, c'est des conséquences réelles dans la vie de beaucoup de personnes. La vie de la personne, est-ce que tu représentes l'État? Tu as juste à pas la représenter, l'État, si tu ne veux pas, puis tu t'en parles avec ça. Une femme qui a pas besoin, c'est injuste qu'elle aille à se recycler dans un domaine qui n'est pas le sien. Par exemple, elle est technicienne en garderie dans un CPE, elle transfère à une garderie privée. Elle n'a pas d'affaire à se recycler. C'est facile à dire, mais c'est pas aussi facile. Quand tu te retrouves sans emploi, non, c'est pas aussi facile. Je crois vraiment que ces femmes-là, au lieu de les aider, on est en train de les exclure davantage. Elles s'excluent eux-mêmes présentement. Moi, ce que je trouve fascinant, parce qu'elles travaillent, elles sont sur le marché de l'emploi, elles veulent travailler. Vous êtes-vous rendu compte qu'il y a beaucoup de femmes de religion musulmane qui travaillent dans les CPE? C'est fou, là, comme ça. Ça sort ces jours-ci à tel point qu'il y en a. Il y en a beaucoup, mais en fait, les CPE, c'est quelque chose que je me demande aussi. Avec qui ces femmes-là travaillent? Avec des garçons de 4-5 ans. Est-ce que vraiment on ne peut pas montrer ses cheveux à des enfants qui ont 4 ans ou 5 ans? Pas juste des garçons, Tania, il y a des petites filles aussi. On s'entend que c'est pas aux filles, c'est pas des filles. C'est pas une question de pas montrer ses cheveux, je le redis, c'est un rapport mais elle vit, elle rencontre des parents aussi, elle est à l'extérieur de chez elle. Une fois que les parents elle a le droit de décider de couvrir ses cheveux. Quand est-ce qu'on va arrêter de infantiliser ces femmes-là et de faire confiance en leur décision? Moi, si je veux me couvrir les cheveux, c'est mon droit le plus primordial. Je décide ce que je veux montrer et ce que je veux pas montrer.
montrer. Je ne suis pas un enfant. Faites confiance à mes choix de femme. J'ai le droit à ces décisions-là. Mais justement, celles qui travaillent avec des enfants devraient pouvoir montrer, une fois que les parents et les papas sont partis, enlevez votre voile, vous êtes avec des enfants qui n'ont aucun rapport à la religion. Il y en a qui le font. On n'a pas instrumentalisé les enfants en leur mettant une enseignante ou une éducatrice voilée ou qui porte Dernière question avant la pause pour Dalila là-dessus, c'est est-ce que ça veut dire que si une éducatrice en garderie porte le voile, donc de confession religion musulmane, ça veut dire qu'elle ne peut pas se dissocier de sa religion? Ça veut dire que quand elle parle de religion aux enfants au CPE, elle va parler d'Allah? Non, absolument pas. Pourquoi pas? Non, je crois, non, parce que, à ce moment-là, il y aurait un problème, et je suis d'accord avec vous. C'est ça le problème. C'est qu'il y a un problème. Parce qu'une personne peut ne pas avoir un voile sur la tête. Moi, ça m'est arrivé. Je suis allée dans une garderie privée. Les 4/5 des éducatrices étaient musulmanes. Nous, on est laïcs à la maison. Il n'était pas question pour moi que ma fille ait une femme voilée qui passe sa journée avec. C'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je veux pas m'en excuser. C'est comme ça. Pour moi, la religion doit pas entrer en décompte. Et quand ma fille m'a demandé, maman, pourquoi toi t'es pas voilée? J'avoue que c'est là que j'ai eu comme un petit déclic. Je me suis dit, non, ça, c'est pas le modèle que je veux que mes filles aient. Et je pense que c'est là où il y a un véritable problème. Quel est le modèle qu'on veut envoyer? Quel est le message qu'on envoie à la société québécoise? On veut un modèle où la religion n'est pas le message. Il faut pas en envoyer de message. On va en envoyer de messages. Les enfants auront toujours des questions. Ils sont curieux. C'est normal, OK? Je comprends que ça peut chicoter un peu comme question, mais en même temps, c'est la réponse à cette femme-là qui va faire la différence. C'est pas un pays musulman ici, Dalila. C'est pas un pays musulman, mais ces femmes-là... On s'intègre en si on voulait vivre dans un pays musulman, on irait. Mais on y va pas. Pourquoi? Pour ça. Mais je le répète, je pense qu'on peut adhérer aux valeurs québécoises et être une personne parfaitement intégrée. Les valeurs, c'est aussi sans adopter renoncer à nos pratiques religieuses. Je vous arrête ici. On peut manger la pause, écouter Paul Piché, mais pas pratiquer la culture d'un peuple. Nous allons revenir tout de suite après ceci. Le débat est chaud et émotif. Plein de gens veulent intervenir. On vous parle tout de suite après ceci. 514-790-9850. Est-ce qu'on y tient? Et jusqu'à quel point à nos symboles religieux? Êtes-vous pour ou contre le fait qu'on enlève tout symbole religieux de l'espace public? On revient dans 2 minutes. Puis essentiellement, là, ce qu'on va déposer, c'est 2 choses. On va proposer d'encadrer les demandes d'accommodement religieux par des règles claires. Puis on va assurer également la neutralité religieuse de l'État. Parce que c'est une condition d'égalité. La meilleure façon d'assurer le respect de toutes les religions, c'est que l'État n'en ait aucune religion. L'État n'a pas de religion, donc c'est Bernard Drainville, le ministre des Institutions démocratiques et de la participation citoyenne que vous venez d'entendre, qui n'avait pas parlé jusqu'à maintenant. Il a été intercepté ce matin à l'Assemblée nationale, juste avant donc le caucus. Encadrer les accommodements religieux avec des règles claires. Voici une des choses qu'ils veulent faire. Assurer la neutralité religieuse. Bien des gens disent que il était à peu près temps que ça soit clair, que depuis Bouchard-Taylor, on nageait encore en pleine zone grise. Quelqu'un qui a piloté ce dossier-là, c'est l'ancienne ministre péquiste Louise Beaudoin. C'est elle, justement, qui, au moment où le PQ était dans l'opposition, s'occupait de ce dossier-là. Elle est avec nous. Merci beaucoup, Madame Beaudoin, de nous parler. Bonjour, Isabelle. Est-ce que c'est effectivement pour tâter le terrain que ça a été lancé, cette histoire, cette semaine? Non, vous savez, je ne suis pas là. Là, je me suis pas représentée là, aux dernières élections. Mais ce que je mais vous connaissez la politique, vous savez comment ça marche. La politique, bien, mais c'est pour ça que je vous dis, je ne crois pas que ce soit un ballon politique. Je pense, Tania l'a dit tout à l'heure, quand on était dans l'opposition, on a beaucoup réfléchi à ça, on a travaillé là-dessus. Ça s'est retrouvé dans le programme du Parti québécois. Et vous savez que c'est quand même très démocratique quand on se réunit au Parti québécois pour décider du programme, puis ensuite dans la plateforme électorale, parce que tout ce qui est dans le programme se retrouve pas dans la plateforme électorale, mais ça, c'était dans la plateforme électorale. Mais Mme Beaudoin, la façon vraiment... dont c'est présenté, le fait d'enlever tout signe ostentatoire, turban, les voiles, les croix chrétiennes, il y a bien, en particulier les musulmans, on les entend réagir énormément, un peu les gens aussi de confession juive, mais surtout les musulmans, parce que les gens le disent beaucoup, c'est surtout le voile qui dérange. Ça passera jamais. Ben, écoutez, moi, je pense qu'au contraire, là, ça va finir par arriver, comme les commissions scolaires linguistiques, d'ailleurs. Ça a pris, quand j'entendais David Ouellette tantôt dire, ça fait 50 ans que le Québec est laïque. Pardon?
Ouais. En 98, on était encore dans des commissions scolaires catholiques puis des commissions scolaires protestantes. Et puis, justement, on nous reprochait beaucoup dans les commissions scolaires catholiques de pas faire, de pas avoir l'ouverture nécessaire pour que, donc, au nom du pluralisme et au nom de la diversité, le gouvernement du Parti québécois à l'époque a décidé de faire de ces commissions linguistiques, de ces commissions scolaires catholiques et protestantes, des commissions scolaires linguistiques. Donc, c'est le même principe, à mon avis. C'est au nom des mêmes idées, c'est-à-dire de l'ouverture et puis du fait que le Québec est divers et pluriel, d'origine ethnique, aujourd'hui d'origine, religieuse, etc., qu'il faut que, et là, je veux faire une distinction entre l'espace public et l'espace civique. L'espace public, il n'est absolument pas question de légiférer, à ce que je sache, et bien évidemment dans l'espace public, c'est-à-dire vous vous promenez dans la rue, vous êtes dans un parc, vous êtes au supermarché, etc. Ça, c'est l'espace public. Et chacun, donc, agit comme bon lui semble, comme chez lui. Mais l'espace civique, c'est celui où, là, les représentants de l'État incarnent cet État. Donc, on est fonctionnaire ou dans le parapublic, etc. Et c'est ce dont strictement l'on parle. Mais que pensez-vous de ces femmes qui disent, moi, je suis éducatrice, je suis infirmière, donc au public, je suis prête à perdre ma job pour continuer à conserver mon voile? Écoutez, je crois que ça devient du fanatisme. Très franchement, là, parce que quand on est dans la fonction publique, je vais vous donner un exemple très précis. Il y a des droits et devoirs, il y a des privilèges, puis c'est pas une obligation, en effet, que de travailler dans la fonction publique. Je vous donne l'exemple précis de l'affichage des convictions politiques. Eh bien, le droit de réserve, le devoir de réserve, il est inscrit dans la loi de la fonction publique. En d'autres termes, entre 9h et 5h, vous pouvez pas afficher sur un T-shirt ou sur votre casquette. Ou je vote PQ. Vous pouvez pas mettre ça. Je vote PQ ou je vote libéral. J'ai voté oui. Vous pouvez pas mettre ça. C'est inscrit parce que c'est pas parce qu'on oublie ses convictions politiques entre 9h et 5h, c'est parce que l'apparence de neutralité est aussi importante que la neutralité elle-même. C'est ça le principe. Et donc, il faut l'étendre, à mon avis, à tout ce qui concerne, justement... Mais légalement, Louise Beaudoin, oui. Ça va pas aller très loin, ça, parce que vous allez avoir toutes les communautés culturelles sur le dos, vous allez avoir Justin Trudeau, on va pas vous laisser faire. Ça va faire une belle chicane provinciale fédérale. Remarquez, c'est peut-être ça que le PQ veut. Mais moi, je pense pas que le Parti québécois veuille de chicane avec ça. Je pense qu'il y a là, donc, un certain nombre de valeurs, un certain nombre de principes, et puis que pour les appliquer, il va falloir amender la Charte québécoise des droits de la personne. Alors, est-ce que, en tant que gouvernement minoritaire, le Parti québécois y arrivera? Je ne sais pas. Mais c'est vrai, il faut commencer par ça. Parce que ce n'est dit nulle part, ce n'est inscrit dans aucune loi du Québec et non plus dans la Charte québécoise des droits et libertés que le Québec est un État laïque. Si on commençait par ça, est-ce que le Parti libéral va pouvoir s'opposer à ça? Est-ce que la CAQ va pouvoir s'opposer à ça? Tout le monde dit oui, c'est laïque. Alors bon, mais si c'est laïque, pourquoi? C'est laïque, écrivons-le. Mais si c'est laïque, Louise Beaudoin, pourquoi a-t-on encore un crucifix au-dessus du siège du président de l'Assemblée nationale à Québec? Ben, écoutez, en effet, ce débat-là va devoir avoir lieu. Là, pour l'instant, ce qu'on connaît des intentions, moi, je l'ai pas lu, le document là, qui est pas déposé encore. Ce que le Journal de Montréal a dévoilé, ça concerne, en effet, les représentants de l'État, ceux qui incarnent l'État, qui, lui, doit être laïque, et par conséquent, il y a une logique à ce que ceux qui l'incarnent et le représentent, cet État-là, soient neutres aussi et affichent leur neutralité et non pas leur conviction politique ou religieuse. Voilà. Pour l'instant, moi, c'est ça que je sais. Et donc, c'est là-dessus que je discute. C'est de ça dont il est question. Parce que le document, il va arriver en septembre à quelque part. Et là, il sera certainement plus large. Et puis, la discussion s'élargira aussi. Vous l'avez rappelé que c'est un gouvernement minoritaire. Oui. Ils sont quand même assez... ils sont game de pousser ça quand même, vous trouvez pas? Il faut le faire parce que on est quand même nous sommes à quelques mois de la prochaine élection. En fond, on brasse beaucoup les idées pour pas dire autre chose. Ça risque de pas aller très loin, là. On peut au moins faire ce que je disais, qui est important, c'est-à-dire amender. On l'a déjà fait. Moi, j'ai été députée pendant 12 ans. On l'a amendé à quelques reprises que la Charte québécoise des droits et libertés. Alors, qu'on l'amende, et là, je vois pas vraiment quel argument pourrait imaginer le Parti libéral ou la CAQ pour ne pas amender la Charte qui inscrirait donc
ce principe de la laïcité que l'on ne retrouve, je vous le répète, nulle part. Commençons par le commencement, ce serait déjà énorme, et en découlera de cette laïcité, eh bien, le reste. Et puis là, le reste, on en discutera, effectivement. Vous lui parlez à Bernard Drinville ces jours-ci? C'est un ami, Bernard, et puis j'ai beaucoup Donc, vous l'avez lu, son document. Je peux pas croire. Il appelle plein de monde pour connaître leur avis. Il vous a demandé le vôtre, c'est sûr. Il vous a fait lire son document. Non, ça, je vous l'assure, je vous donne ma parole. Vous me le jurez sur la Bible? Oui, sur la Bible, sur le Coran et tout ce que vous voudrez, la Torah. Mais, honnêtement, c'est comme j'étais responsable, porte-parole de ce dossier dans l'opposition, mais bien évidemment, c'est un dossier qui m'interpelle puis qui m'intéresse au point. Merci beaucoup, Louise Baudouin. Merci de nous avoir parlé. Merci, Isabelle, au revoir. Au revoir. On s'arrête ici. On vient tout de suite après la pause. On va passer plusieurs opinions d'auditeurs. Michel, vous êtes en faveur. Oui, bon matin, Isabelle. Bonjour à vous. J'adore votre émission. Des fois, ça me vient tellement m'interpeller que j'en fais les 100 pas de rage. Bon. OK, je vais vous déblatérer ça dans 15 secondes parce que vous avez beaucoup d'appels. Premièrement, si moi, je vais vivre dans un pays musulman, je n'ai aucun accommodement religieux. Je suis obligée de vivre en musulmane. Ensuite de ça, les Juifs orthodoxes, la femme n'a pas le droit de chanter après l'âge de 15 ou 16 ans. Puis pour nous, je vois beaucoup d'autos avec des chapelets accrochés à leur miroir. Pour la loi, je suis entre vos deux dames. Je trouve que la loi est beaucoup trop drastique. Ce qui devrait être déposé, selon moi, Michel, premièrement, il était temps qu'il passe une loi qui précise, c'est que ça devrait être que les adultes actuellement gardent leur petit foulard, ou les orthodoxes, les juifs orthodoxes gardent leurs espèces de petits chapeaux sur la tête. Oui, la kippa. Mais que les enfants, à partir d'une certaine année, que les enfants soient obligés, eux, de vivre en tant que pas athée, en tant que laïque, c'est ça. Ouais. Alors, mais là, vous allez carrément plus loin parce que vous parlez de vivre à ce moment-là. Alors que là, on parle de l'espace public. À l'extérieur. Ouais. À l'extérieur seulement. Ouais. Parce que dans la Torah, il n'y a rien qui parle de voile ou quoi que ce soit comme ça. Merci Michel, je dois vous laisser parce qu'on a aussi Najat qui veut intervenir, Sébastien également. Najat, allez-y, vous êtes en faveur de ce que propose, en théorie, parce on prend pour acquis que ça va être ça, mais bon, vous êtes d'accord, en gros? Oui, je suis très d'accord parce que lorsque j'ai choisi d'immigrer, je sais très bien que le Québec est un pays laïque. Donc, je suis venue avec mes enfants et tout ça, et on s'est intégré. Et lorsque je vois la mouvance d'intégrisme à partir des années 90, là, j'ai compris que on sait très bien, tout le monde le sait, le monde entier, la terre, là, que c'est une idéologie. Et moi, au Maroc, on met pas le voile, ça fait longtemps. Ce qu'on met, ma mère, par exemple, c'est le djellaba et niqab. Ouais. S'ils le font ici, là, je vais dire que c'est leur tradition, je les comprends, mais le voile, ils sont d'accord avec leur suprême, là, musulman, je sais pas, là. C'est ça. Alors, c'est une idéologie. Non, mais vous êtes pas d'accord avec Dalila, alors mon invité. Moi, mes filles, je les envoie pas dans les garderies, lorsque je vois une femme, je connais la mentalité, qui nous raconte pas des histoires. Merci beaucoup, Najat, de votre intervention. Dalila, vous êtes pas d'accord, là, vous êtes deux musulmanes et visiblement pas d'accord là-dessus. J'ai 2 points rapides à faire. D'abord, je trouve ça un peu choquant d'entendre qu'une femme qui veut conserver son voile fait preuve de fanatisme. Je ne pense pas faire preuve de fanatisme, mais là n'est pas mon point. Ce que je voulais dire, c'est que la laïcité, oui et oui. C'est un modèle de société qui est extraordinaire et c'est lui qui garantit la liberté de conscience des gens. Par contre, ce que là l'État est en train de faire, c'est de vouloir séculariser les individus. Puis ça, c'est dangereux parce qu'on est en train de favoriser une tranche de la population au détriment d'une autre. Et ça, c'est pas le rôle du gouvernement. Mais on parle de l'espace public, c'est-à-dire des gens qui travaillent pour le gouvernement. Là. On parle pas de tout le monde. Et je pense que Louise Baudouin a dit une phrase tout à l'heure très claire. Elle a dit ce n'est pas une obligation de travailler, d'être fonctionnaire du gouvernement. On n'est pas obligé de faire ça. C'est vrai que c'est une tendance au Québec, là, puis probablement que les immigrants l'ont attrapé, mais cette manie de vouloir travailler pour le gouvernement, mais on n'est pas obligé dans la vie. On peut faire d'autres choses. Votre sœur, Dalila, apparemment, se cherche un emploi comme éducatrice de garderie. Elle porte le voile. Est-ce que c'est un problème? Est-ce qu'elle sent que c'est un problème? Je trouve que c'est un gros problème parce que je l'ai vu durant ses études, comment elle était extrêmement passionnée et compétente. Et là, elle se frappe à un mur. Je trouve ça vraiment désolant pour elle parce que elle est au début de sa carrière, elle pouvait être très compétente dans son domaine, puis on la tasse de côté comme ça. Mais ce que je veux dire également... Pourtant, il y en a plein d'éducatrices qui sont voilées, là.
Oui, tout à fait. Mais avec cette nouvelle loi, je pense que c'est encore plus difficile de trouver un emploi. Mais il faut aussi, juste un dernier point, je pense, arrêter de comparer la situation de ce qui se passe ailleurs en Arabie Saoudite. Parce que il faudrait, qu'on commence à être fiers du modèle d'ouverture qu'on a ici au Québec. On n'est pas en Arabie Saoudite, puis il faut arrêter de comparer ça. Merci, Dalila Awada. Tania Lompré. En fait, c'est ça, le modèle dont mademoiselle parle à côté, c'est vraiment plus le modèle multiculturalisme canadien, alors qu'au Québec, je pense qu'on a un autre type d'intégration des gens. Nous, on veut que les gens s'intègrent. On veut pas les ghettoiser dans leur communauté. Ce qu'on veut, c'est qu'ils deviennent québécois. Donc, qu'ils adoptent nos mœurs culturelles, nos us et coutumes, notre langue. Oui, notre musique, notre poutine, mais vraiment nos codes culturels. Merci, Tania Lompré. Je rappelle le livre Québec cherche Québécois pour relations à long terme. Tania est enseignante en francisation à la CSDM. Merci tout le monde. À demain.